Bonjour à tous, merci d'être là pour la poursuite de ce festival Bibliotopia. Et on a le plaisir aujourd'hui de recevoir Philippe Sands. Merci d'être là. Alors Philippe Sands, vous êtes là pour nous parler de ce dernier livre que vous avez publié il y a 3 ans, il y a 2 ans en France et 3 ans en Grande-Bretagne, qui s'appelle en français Retour à Lemberg. Mais je vais quand même vous présenter en quelques mots pour voir d'où vous écrivez, d'où vous parlez. Dieu sait que ça porte énormément ce livre-là. Donc vous êtes avocat franco-britannique, spécialiste, professeur de droit international. Vous collaborez d'ailleurs toujours, je crois, avec la Cour pénale internationale, avec la TCI. Enfin, vous êtes inlassablement en train d'affiner, de repenser, d'interroger le principe de droit international, les principes du droit international. Et je crois que c'est une des questions extrêmement fortes qui traverse Retour à Lemberg. Vous n'avez pas hésité à écrire des livres forts dans des contextes politiques. Je pense par exemple à la torture. Vous avez écrit des livres suite à la guerre en Irak pour vous interroger sur le recours à la torture des Américains. Donc ce livre dont nous allons parler, Retour à Lemberg, le titre original étant East-West Street, est paru donc il y a quelques années en Grande-Bretagne. Il a été largement traduit et il a reçu de nombreux prix, dont le Baillie Gifford Prize. Il s'agit d'un livre particulier puisque vous alliez l'intime, vous partez sur les traces de votre grand-père que vous avez connu à Paris dans un appartement rue de Maubeuge avec votre grand-mère d'ailleurs, un appartement marqué par le silence. Et vous dites longuement que c'est ce silence auquel vous avez été confronté enfant qui vous a sans doute amené 20 ou 30 ans plus tard à faire cette enquête de 6 ans qui va vous amener à Lemberg, Lemberg étant l'autre nom de Lviv ou Lvov, cette ville polonaise qui a vu passer, devenue ukrainienne, qui a vu passer tant d'histoires. C'est un livre qui fait penser et qui s'inscrit dans la lignée des disparus de Daniel Mandelson, puisqu'on est au carrefour de la non-fiction, du document et de la réflexion. Mais c'est aussi un livre qui fait penser, et d'ailleurs vous le citez, à tout le travail qu'a fait Claude Lanzmann, et on pense particulièrement à lui aujourd'hui. D'ailleurs, il y a certaines figures de Shoah qui réapparaissent dans ce livre. Je pense par exemple à Jan Karski. Qui est là. Donc il y a cette approche humaine, politique, philosophique, juridique. Il y a donc 3 personnages centraux, Léon Buchholz, votre grand-père, Hash Lauterpacht et Raphaël Lemkin, qui sont les 2 penseurs des 2 concepts juridiques de crime contre l'humanité et génocide, 2 principes juridiques qui sont au cœur et qui ont été au cœur du tribunal et des procès de Nuremberg, qui figurent aussi dans votre livre. Alors, qu'ont en commun ces personnages? On le verra au fil de cette discussion. Mais commençons par cette ville, Lemberg, qui apparaît dans le titre. Et plus largement, cette région du nord de Trieste à Lviv, en passant par Vienne, que vous faites revivre telle qu'elle existait avant-guerre et telle qu'elle n'existe plus. Vous citez Joseph Roth, justement pour parler de ce monde disparu. Est-ce que c'était un de vos désirs, de faire revivre cette ville, de faire revivre ce coin de l'Europe qui a disparu après-guerre? Je commence d'abord pour vous remercier et remercier tout le monde ici pour l'invitation. Je suis ravi d'être ici dans cette fondation absolument sublime. C'est la première fois, j'espère absolument, de retourner. Alors, ce livre, à vrai dire, est un accident. Je ne connaissais pas du tout cette ville. C'est une ville qui porte, comme vous avez fait référence, beaucoup de noms différents. Si on est allemand, c'est Lemberg. Si on est polonais, c'est Lvov. Si on est russe, c'est Lvov. Si on est ukrainien, c'est Lviv. Si on est italien, c'est Léopolis. Et en fait, c'est assez intéressant. Si on prend un vol de Munich, on prend le vol pour l'avion pour Lemberg. Si on prend le vol de Naples, c'est pour Léopolis. Et moi, je ne connaissais rien sur cette ville. Un jour, en 2010, je reçois une invitation du fac de droit à l'université de Lviv. Est-ce que vous serez prête à venir nous rendre visite pour faire une conférence sur le travail que vous avez fait dans le domaine crime contre l'humanité et génocide?
pause pour un instant pour expliquer la différence entre les deux. Ces deux concepts qui ont été inventés en 1945 au mois d'août, précisément. Et crime contre l'humanité vise la protection des individus et génocide vise protection des groupes. Et j'en ai beaucoup travaillé devant des tribunaux internationaux, à La Haye et ailleurs. Est-ce que vous êtes prêts à venir nous rendre visite? Je ne savais pas où c'était Lviv. Je ne connaissais pas le nom de cette ville. J'ai regardé sur une carte et je découvre que Lviv, c'est Lemberg. C'est le même endroit. Et dès que j'entends le mot Lemberg, je me rappelle certaines conversations avec mon grand-père qui ne parlait pas du tout de l'avant-guerre. Et je me rends compte que mon grand-père est né dans cette ville. Et donc j'accepte l'invitation, pas parce que j'ai envie de donner une conférence, pas du tout, mais parce que j'ai envie de trouver la maison où est né mon grand-père. Et je veux faire ça pour découvrir non seulement son identité, mais mon identité. Qui est-ce que je suis? C'est ça vraiment l'enquête. Ça, c'est mars-avril 2010. C'est prévu pour octobre, le voyage. Je pars avec ma mère, la fille de mon grand-père, et ma tante, qui va me protéger contre ma mère, et mon fils de 15 ans pour me protéger contre ma tante. Parmi nous, les quatre, le seul qui est sain pendant la totalité de ce premier voyage, c'est mon fils de 15 ans. 15 ans à l'époque, presque il y a 10 ans. Et on arrive et on découvre une ville extraordinaire. Juste pour intérêt, qui ici a visité Lviv? Qui est allé à Lviv? Alors, seulement 2 ou 3 personnes. Il faut vraiment aller avant que ça change complètement. Parce que la première chose qu'on aperçoit quand on arrive là-bas, vous avez certainement cette expérience, c'est comme si on est de retour au centre aux années 20, aux années 30. Rien n'a changé. C'est incroyable. Et ça ouvre absolument l'imagination. Mais ce qu'on découvre immédiatement, c'est une ville, parce que j'ai beaucoup lu avant d'arriver au mois d'octobre 2010, qui, aux années 20, aux années 30, était partagée entre 3 communautés. Les Ukrainiens, les Polonais et les Juifs. Et aujourd'hui, il n'y a que les Ukrainiens, sauf que chaque fois que j'y vais, c'est au moins 1 ou 2 fois par an maintenant, depuis 10 ans, il y a toujours, quand je fais une conférence ou je fais quelque chose avec le livre, il y a quelqu'un qui vient envers moi qui dit « Votre livre m'a touché très personnellement ». Et je comprends immédiatement ce qu'ils disent, c'est-à-dire « Je suis polonais ou je suis juif ». Et depuis, la ville est venue vraiment une partie de ma vie. Le maire de Lviv m'a raconté l'année dernière, en rigolant un peu, que c'est grâce à votre livre que maintenant il y a des vols directs Londres-Lviv. Il y a littéralement chaque mois des dizaines de personnes qui vont avec les cartes dans le livre pour aller retracer leur famille, leur histoire, découvrir cette ville incroyable. C'est une ville incroyable, là exactement à l'endroit où l'Est touche l'Ouest, où des communautés différentes font l'interface. C'est une ville incroyable. Mais ce cheminement personnel, à quel moment devient-il, à quel moment vous, donc je l'ai dit, spécialiste de droit international, vous croisez le chemin de Lauterpacht et Lemkin, qui eux aussi ont traversé le Lviv? Alors c'était assez miraculeux. Pour préparer la conférence, l'été de 2010, je commence à lire un peu qu'est-ce que je vais dire sur crimes contre l'humanité et génocide. Et je connaissais beaucoup sur ces 2 concepts, mais je n'avais jamais fait une recherche sur l'avant-histoire des 2 concepts. Une chose, je suis avocat, je plaide devant les tribunaux, et une chose qu'on apprend quand on est plaideur devant les tribunaux,
c'est les tout petits détails sont très importants et les vies individuelles sont très importantes, peuvent vraiment changer les choses. Alors, je commence à faire une recherche sur les origines de crimes contre l'humanité et génocide. Et je découvre deux choses assez étonnantes. D'abord, je découvre que l'homme qui a inventé le concept de crime contre l'humanité en 1945, le 29 juillet, on connaît la date précise, dans le jardin de sa maison à Cambridge, en Angleterre, Herschel Lauterpacht, professeur de droit international à l'université de Cambridge, était d'origine de cette ville, était étudiant au fac de droit qui m'a invité, et les gens ne le savaient pas. Et je me suis dit, mais c'est remarquable, je vais arriver à le vivre, je vais raconter que les origines de ces deux concepts, ça commence non seulement dans cette ville, non seulement dans ce fac de droit, mais dans cette chambre, dans cette salle où je suis en train de parler. Quelques semaines plus tard, je découvre que l'homme qui a inventé le concept de génocide, c'est vraiment incroyable. Raphaël Lemkin, lui aussi, était d'origine de Lviv. Il était étudiant au fac de droit qui m'a invité, et comme Lauterpacht, les gens ne le savaient pas. Lauterpacht était là entre 1915 et 1919, Lemkin entre 1921 et 1926, ils ne se connaissaient pas. Et là, j'arrive à Lviv et je raconte l'histoire dans la conférence, que c'est dans ce fac de droit que les origines, on peut retracer les origines. Et ça a vraiment complètement bouleversé non seulement la salle, mais la ville. Alors chaque fois que je reviens maintenant, ces deux hommes sont très reconnus. On peut aller visiter leur maison. J'ai trouvé leur maison. Maintenant, sur leur maison, il y a des grandes images d'eux, des portraits, des détails. C'est une transformation et ça me touche beaucoup. Ils ne savaient pas du tout, ils ne connaissaient pas du tout cette histoire. Mais c'est un accident. Je ne cherchais pas à trouver ça. C'est un accident. Ce qui fait de ce livre d'ailleurs une sorte d'autoportrait en creux, en tout cas de portrait de votre vocation, puisque votre grand-père tient un rôle important et vous dites qu'il ne parlait jamais, vous insistez sur ce silence de l'appartement de la rue de Maubeuge, mais vous dites quand même quand vous lui avez parlé de votre vocation, il était très heureux. Oui, je vais lire juste une ligne, une citation avec laquelle je commence le livre, qui est très important. Alors, il y a un certain moment où il y a tellement de coïncidences dans cette histoire que je commence à me poser la question, qu'est-ce qui se passe vraiment ici? Est-ce que c'est vraiment des coïncidences, comme dit ma femme, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui joue? Il y a une autre façon de communiquer. Juste pour expliquer un peu, la raison pour laquelle vraiment je me suis dit à un certain moment, il y a quelque chose qui se passe ici, c'était que mon premier professeur de droit à l'université de Cambridge, c'était le seul enfant de Herschel Lauterpacht, Elie Lauterpacht. C'était mon prof de droit en droit international en 1981. Alors, ça fait déjà longtemps. J'ai travaillé avec Elie Lauterpacht pendant plus de 3 décennies. C'est le prof qui m'a donné mon premier boulot à l'université de Cambridge comme chercheur en 1984. C'est celui qui m'a dit « tu dois devenir avocat ». Il m'a aidé à devenir avocat. On a travaillé ensemble, on a plaidé ensemble. Et c'est seulement en 2014, alors on s'est connus déjà depuis 33 ans, que je découvre que son père, Herschel Lauterpacht, et la maman de mon grand-père, mon arrière-grand-mère, Amalia Flaschner-Buchholz, sont nés non seulement dans la même ville, non seulement dans la même région, mais sur la même rue, d'une petite ville qui s'appelle Jolkiev, tout à côté de Lviv, population 5000, sur une rue qui s'appelle Lembergerstrasse, la route de Lemberg, nommée par le grand écrivain Joseph Roth, East-West Street, la rue Est-Ouest. Et c'est pour ça le titre en anglais, East-West Street, qui ne marche pas en français. Alors là, j'étais vraiment, elle et moi, on était tous les deux un peu flippés par ça. Comment est-ce que c'est possible que 30 ans plus tôt, il m'a offert cette position et 30 ans plus tard, on découvre qu'on a une liaison avec cette rue. Alors j'ai posé la question à une amie, une psychanalyste française.
je voulais savoir plus sur la question des relations entre grands-parents et petits-enfants. Et j'ai été envoyé envers les écrits de deux psychanalystes hongrois, Maria Torok et Nicolas Abraham, qui ont dévoué leur vie entière à analyser, comprendre avec leurs patients les relations entre un grand-père et un petit-fils ou grand-mère, petite-fille, etc., etc. Et j'ai beaucoup lu là-dessus. Et j'ouvre le livre avec une citation de Nicolas Abraham et Maria Torok, L'écorce et le noyau, publié en 1975. Ce ne sont pas les trépassés qui viennent hanter, mais les lacunes laissées en nous par les secrets des autres. Et ça, c'est vraiment la ligne qui décrit ce livre. Parce que je voulais essayer de comprendre comment est-ce que moi je suis devenu avocat en droit international dans ce domaine, avec, comme j'ai compris, ces liaisons avec ces deux hommes. Et je ne peux pas dire que j'ai une réponse à cette investigation, mais je comprends un peu plus. En fait, ça a été traité hier dans la discussion avec Juan Gabriel Vasquez, sur la façon de communiquer, pas avec les mots, mais par d'autres moyens, de communiquer l'information, de communiquer les idées au travers du temps et au travers de la géographie. Et en fait, ce livre traite un peu ça. Ça pose vraiment la question, pour moi, pourquoi est-ce que je fais ce que je fais et quelle liaison avec le passé de mon grand-père qui ne parlait jamais de cette époque. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Alors, en effet, il y a autre chose sur votre conception et votre façon d'habiter votre vocation du droit international, parce qu'il y a Lauterpacht et Lemkin. Vous racontez leurs histoires, leurs tragédies aussi, puisqu'ils ont perdu chacun une partie de leur famille pendant la Shoah. Et puis, se dessine ce rapport très fort que chacun a à l'idée du droit international. Vous parlez d'un côté de réalisme et de l'autre côté d'idéalisme. Et ces deux conceptions vont se confronter, notamment pendant le procès de Nuremberg. Est-ce que c'était important pour vous, comme ça, de montrer ces deux conceptions très fortes du droit international? La réponse est oui, mais je ne savais pas ce que j'étais en train de faire. C'était encore un projet inattendu dans ce sens. Et c'est la raison, et là, ce qui est vraiment très intéressant pour moi, c'est la réaction différente dans les pays différents. Alors, je ne m'attendais pas du tout que ce livre serait traduit en plus de 20 langues. Pour moi, c'était un livre personnel. Pour moi, j'écrivais ça pour moi, pour ma famille. Je ne m'attendais pas du tout. Et ce que j'ai appris dans les 3 ans qui ont passé, c'est que ça traite sur un thème absolument universel. Je parle de ce livre en Afrique du Sud, au Bangladesh, en Inde, en Mexique, et tout le monde réagit. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un livre sur le Shoah. C'est un livre, j'ai maintenant compris, je ne le savais pas en l'écrivant, sur l'identité de tout être humain, qui pose la question, qui est-ce que je suis et comment est-ce que je me définis? Est-ce que je me définis comme individu plutôt ou comme membre de tel ou tel groupe? Et c'est une question que tout le monde se pose. Bon, pour le juriste, il y a d'autres questions. Comment est-ce qu'on veut que le droit nous protège? Et là, Lauterpacht et Lemkin avaient des conceptions complètement différentes. C'était tous les deux des hommes révolutionnaires. Avant 1945, un État pouvait, si vous voulez, décider que demain, la moitié de le pays sera exterminée. Et il n'y avait pas de règle en droit international qui disait non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Tout change en 1945. Et Lauterpacht et Lemkin jouent un rôle absolument central, pour des raisons intellectuelles. Pour Lauterpacht, les deux hommes partagent l'idée que le droit protège tout être humain. Pour Lauterpacht, la protection découle du fait que tout être humain, parce qu'il ou elle est un être humain, a des droits minimums en droit international. C'est notre droit
droit de l'homme moderne, mais c'est une conception très individualiste. Tout être humain, de toute couleur, de toute nationalité, de toute race, de toute orientation sexuelle, tout le monde a les mêmes droits minimum simplement parce qu'ils sont êtres humains. Lemkin dit oui, c'est très intéressant tout ça, mais finalement, on ne tue pas les gens à cause de leur activité ou caractéristiques, les choses qu'ils ont fait individuellement. On les tue parce qu'ils sont membres d'un groupe qui est détesté à un certain moment, dans un certain endroit. Alors, pour protéger l'être humain, l'important, c'est de ne pas protéger l'individuel, mais de protéger le groupe dont ils font partie. Et en protégeant le groupe, on protège l'individuel. Et là, on comprend immédiatement la grande différence philosophique, intellectuelle, juridique de crime contre l'humanité, qui vise protection de l'individu, génocide, qui vise protection des groupes. L'Art-Pact n'aime pas du tout l'idée de génocide. Pourquoi? Parce que pour lui, la protection du groupe remplacera le tyrannie de l'État par le tyrannie du groupe. Et je crains en effet que c'est en train de se passer maintenant. Nous vivons un moment de, comme on dit en anglais, identity politics, et c'est exactement sur cette conception, différence entre l'individu et le groupe. Et moi, j'ai vécu plein de procès, crimes contre l'humanité et génocide, et je crains que l'invention du concept de génocide renforce l'idée d'un groupe contre un autre groupe et crée peut-être les conditions que l'invention avait l'objet de prévenir. Et ça, c'est vraiment une contradiction fondamentale. Les conséquences inattendues d'une invention en 1945. C'est très complexe. Mais dès qu'on ouvre la porte, ce qui est remarquable pour moi, c'est que les gens comprennent immédiatement de ce que je parle. Tout le monde comprend, parce que tout le monde dans cette salle, tout le monde se pose la question, qui est-ce que je suis? Comment et pourquoi est-ce que je veux la protection du droit? Et pourtant, c'est ce même concept de génocide qui a permis ces 20 ou 30 dernières années de condamner des grandes figures, que ce soit le président soudanais, que ce soit... Donc, c'est un concept qui a été nécessaire aussi dans les cours pénales internationales. Ça existe et ça ne va pas disparaître. Ça c'est clair. Mais pourquoi est-ce que je dis qu'il peut y avoir un aspect problématique avec le concept de génocide? Je vais vous décrire la situation. Par exemple, j'ai travaillé beaucoup dans l'ex-Yougoslavie. Et on se trouve dans une salle avec un Premier ministre ou un président d'un pays qui dit... Ben voilà, on va vous montrer des photos, on va vous montrer des vidéos de ce que l'autre groupe a fait à mon groupe. Et vous allez prouver devant la Cour internationale de justice que c'est un génocide. Parce que pour la plupart des personnes, crime contre l'humanité, crime de guerre, c'est pas assez. Toute victime veut que le crime soit donné l'étiquette génocide, parce que c'est le crime numéro 1. Si ce n'est pas génocide, ce n'est pas assez sérieux. Alors on se trouve dans une salle avec un Premier ministre ou un président, et on est en train de dire, différence entre génocide et crime contre l'humanité. Crime contre l'humanité, 10 000 morts, en général, systématiquement, illégal, ça sera un crime contre l'humanité. Mais pour prouver le crime de génocide, on doit démontrer que l'acte de tuer un certain nombre de personnes est motivé par une intention de détruire en totalité ou une partie la groupe dont ils font partie. Et c'est en fait très difficile de prouver cette intention parce que la plupart des gens qui tuent ne laissent pas des petits morceaux de papier qui disent « voilà, je tue tous ces gens » expressément pour détruire le groupe dont ils font partie. Alors, on est laissé avec une sorte, comme on dit en anglais, an inference. Et c'est très difficile de prouver l'intention, la motivation de l'être humain qui est en train de tuer à ce niveau-là.
Et ce que j'ai constaté dans beaucoup d'affaires où j'ai travaillé, le fait de prouver cette intention renforce le sentiment de haïssement de l'autre groupe. J'ai vu ça pour moi-même. Et je vois quand, pour prouver crime contre l'humanité, ce n'est pas complexe, prouver génocide, on rentre dans un aspect psychologique, psychanalytique, qui renforce la tendance de jouer une groupe contre une autre groupe. Et ça cause beaucoup de problèmes. D'ailleurs, vous dites que Raphaël Lemkin, après le procès de Nuremberg, était assez déprimé. C'est une figure très mélancolique. Vous le faites apparaître après-guerre. C'est un homme seul, un homme abîmé par l'histoire. Donc, le procès de Nuremberg a été pour lui un demi-échec. Ces deux hommes sont remarquables et très complexes et très différents. Lemkin était un homme tout à fait solitaire. Je commence la partie où je décris la première partie de sa vie avec une anecdote. J'ai rencontré une femme, maintenant qui a 85-86 ans, qui était son assistant en 1959. Une femme absolument remarquable, Nancy Stanson, qui avait 18 ans en 1959. C'était une étudiante à Columbia University. Et elle était en train de faire un pique-nique dans le parc avec un autre étudiant, un Indien de l'Asie. Ils sont en train de manger un sandwich et ils voient un très vieux monsieur qui vient vers eux très lentement, qui s'arrête devant eux et qui dit « Je sais comment dire « je t'aime » en 20 langues ». Et c'est comme ça qu'elle a rencontré Raphaël Lemkin. Et dans les derniers 6 mois de sa vie, c'était son assistant avec tous ses papiers. Il voulait écrire une sorte d'autobiographie. Et c'est par elle que j'ai appris beaucoup, beaucoup. Elle m'a raconté un homme vraiment très solitaire. J'ai appris, par exemple, qu'après, à la fin du procès de Nuremberg, c'était le 1er octobre 1946, il était absolument déçu et déprimé parce que dans le jugement, le terme génocide ne figurait pas du tout. Les juges n'ont pas fait référence au mot. Pourquoi ? Parce que les Américains étaient complètement contre, parce que les Américains avaient très peur que ça sera utilisé aux États-Unis, dans le Sud, par les Noirs et dans l'Ouest, par les Indiens. Alors, Robert Jackson a complètement évité, exclu que ce terme soit utilisé. Et il a décrit le journée du jugement, où quand même 10 sur les 21 des défendeurs sont condamnés à mort, y compris le 4e homme dans le livre, Hans Frank, le conseil juridique d'Adolf Hitler entre 1928 et 1933, qui est devenu gouverneur général de la Pologne occupée en octobre 1939 jusqu'à février-mars 1945. Et petite pause ici, imaginez le moment, parce que je n'ai pas du tout touché en discussion aujourd'hui en ce qui s'est passé après, quand le procès a commencé en 1945. L'Outer-Pact devient le conseil pour la délégation britannique à Nuremberg, pour pousser crime contre l'humanité. Lemkin devient membre de la délégation américaine, et il pousse pour génocide. Et les deux hommes visent un des 21 nazis dans le tribunal, Hans Frank. Mais ils ne savent pas, au moment où le procès s'ouvre, le 20 novembre 1945, que l'homme qu'ils visent est l'homme qui est responsable pour la mort de leur famille entière. Ils apprennent ça seulement 1 an plus tard. Ça, pour moi, c'est vraiment... Moi qui plaide devant les tribunaux, pour imaginer ce moment, c'est absolument énorme. Lemkin travaille sur le procès pour 1 an, et finalement, la seule chose qu'il veut, c'est que son concept, qui lui l'a inventé, le génocide, soit dans le jugement. Il n'est pas dans le jugement. Et il dit à un autre procureur américain, c'est encore pire que le jour
où j'ai appris que ma mère, mon père sont morts. Un jugement sans le mot génocide, c'est encore pire que ça. Alors c'était un homme spécial, complexe, d'une grande intelligence, un Polonais, un Juif, complètement fascinant, complètement fascinant. Alors oui, je n'ai pas encore parlé d'Hans Frank parce que ça aurait été lui faire un peu trop d'honneur d'en parler dès le début. Mais en effet, il est très important dans le livre et son fils aussi. Puisque le fils d'Hans Frank, vous avez réalisé un film avec lui et il réapparaît dans ce livre. Pourquoi est-ce que Hans Frank, l'histoire d'Hans Frank, vous a comme ça accompagné pendant si longtemps? Alors ça vient un peu de mes origines comme avocat et un avocat qui plaide devant les tribunaux internationaux. Quand je prépare un procès, je lis tout. Je travaille en équipe et je veux tout comprendre. Les arguments pour, les arguments contre. Je vais toujours sur les lieux parce qu'il faut absolument aller voir. Et je fais la même chose en écrivant ce livre. J'ai une éditrice sublime à New York, chez Alfred Knopf, qui m'a donné plein de conseils. C'est un livre très complexe à écrire parce que, en fait, c'est deux histoires qui ont une connexion, mais c'est deux histoires différentes. Il y a l'histoire personnelle et il y a l'histoire politique et juridique. Et il y a une liaison, mais c'est complexe. Et mon éditrice à New York m'a dit, non seulement dans ce livre, tu écris sur ce que tu as découvert, mais décris le voyage. Explique comment un juriste qui veut trouver un fait obtient la documentation. Alors je décris dans le livre, j'ai lu tout ce que je pouvais trouver sur Hans Frank. Et je trouve un livre qui a été publié en 1987, en allemand seulement, qui s'appelle en allemand Der Vater, le père, qui a créé un scandale en Allemagne, écrit par le fils de Hans Frank, Niklas. Scandale, pourquoi? Parce qu'en 87, 42 ans après la fin de la guerre, c'est le premier enfant d'un grand nazi qui dit « Mon père était un tueur, mon père était un criminel, c'était tout à fait correct qu'il soit pendu, qu'il soit éliminé. » Bien sûr, en Allemagne, même en 87, c'est très dur de dire ça. Le livre a été traduit en anglais. J'ai obtenu la version anglaise en 91, In the Shadow of the Reich. J'ai lu un peu la version allemande, un peu différent, et la version anglaise. J'ai appris plus tard parce que l'éditeur de la version anglaise, aussi publiée par coïncidence par Knopf, a dit à Nicholas Frank, il y a certaines choses dans votre livre qu'un lecteur américain ne pourrait jamais accepter. Il faut enlever tout ça. On peut peut-être en parler plus tard. Et j'ai lu et je me suis dit, je dois rencontrer ce monsieur. Un grand journaliste allemand, le foreign editor de Stern, alors vraiment un grand monsieur. Et finalement, je mets 6 mois à le trouver. Et il m'invite à prendre un thé avec lui à Hambourg, à Blankenese, où je travaille dans un procès au tribunal de droit de la mer. Et on s'est rencontrés. Et j'étais très inquiet quand je l'ai rencontré pour la première fois. Pourquoi? Parce que c'est quand même le fils de l'homme qui est responsable pour la mort de la totalité de la famille de mon grand-père. Alors, je ne sais pas comment ça va être. J'arrive dans le jardin de l'hôtel, à côté du fleuve, et c'est un homme de 75 ans à peu près, assez doux. La première chose qu'il fait, c'est qu'il sort du veste une photo de son père mort, pendu. Moi, j'étais pour un Anglais, ça ne se fait pas, on ne fait pas des choses comme ça. Il me dit, je fais ça pour t'expliquer que chaque jour, je regarde cette photo parce que je veux être absolument sûr, à 100%,
que mon père est vraiment mort. Et après, il me dit, vous savez, je suis contre la peine de mort pour tout être humain, sauf mon père. Alors ça, c'est Nicholas Frank, spécial comme monsieur, vraiment très complexe, mais quelqu'un avec qui, remarquablement, on est vraiment devenus amis. C'est vraiment assez bizarre peut-être, mais 70 ans plus tard, on parle très ouvertement. On a une relation très complexe, mais très riche. On se voit souvent, on s'envoie des courriers presque chaque semaine. Et j'ai rencontré quelqu'un qui m'intéresse beaucoup, pour qui j'ai beaucoup d'appréciation, et sa fille aussi, parce que moi, je connaissais les histoires de mon côté de l'histoire. Ce que je ne connaissais pas, c'était l'histoire de l'autre côté. Et posons la question pour une seconde et imaginez comment ça peut être de vivre pendant 75 ans avec un père qui a été pendu pour la tuerie de 4 millions d'êtres humains. Comment est-ce que c'est pour un garçon de 6 ans qui va à l'école, et à l'école, tous ses amis, le 16 octobre 1946, se moquent de lui parce que ce jour-là, tout le monde le sait, son père sera pendu. Alors, quand un homme de 75 ans raconte comment c'était 70 ans plus tôt, ça touche vraiment. Et ça m'a complètement bouleversé dans le sens où j'ai commencé à voir les choses de l'autre côté. Et aussi en parlant avec sa fille, la petite fille de Hans Frank. Quand elle me dit, j'ai passé toute ma vie à avoir peur que peut-être moi je suis la personne dans la famille qui porte le ADN du mal de mon grand-père. C'est énorme, c'est énorme. Alors, justement, pour parler d'enfance, ce livre est pudique, mais il y a quand même tout au long du livre la question de l'enfance de votre mère. Et c'est assez émouvant parce que vous avez parlé de votre grand-père, mais votre grand-mère, vous observez les photos de l'époque, vous dites elle ne souriait jamais. Et elle ne souriait jamais, notamment parce qu'elle a été séparée de sa fille pendant les premières années de sa vie à cause de la fuite de la Pologne et l'arrivée en France. C'était là un des mystères fondamentaux aussi de savoir pourquoi est-ce que votre grand-père était parti en avance. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce couple de votre grand-père et de votre grand-mère pour créer cette mélancolie au-delà de l'histoire? Alors, les enfants comprennent beaucoup. Et moi, je me souvenais très bien, et mon frère aussi, quand on allait rue de Maubeuge à Paris très souvent, 2 fois par an, il y avait une tristesse dans cet appartement. Ils ne se parlaient pas vraiment, mon grand-père et ma grand-mère. Mais on savait qu'il fallait absolument pas poser de questions. Il n'y avait pas de photos, il n'y avait pas de... 50 ans passent. En 2010, j'ai 50 ans. Je reçois cette invitation pour aller à Lviv, mars-avril 2010, et je dis à ma mère, je veux aller trouver la maison où est né mon grand-père. Est-ce qu'il y a de la documentation? Alors, assez remarquable déjà, j'ai 50 ans, je n'ai jamais posé la question. Qu'est-ce qui reste de cette période? Et ma mère dit, oui, finalement, il y a des choses, il y a de la documentation. Elle arrive avec 2 sacs. Je suis avocat, j'adore les documents, les photos, de découvrir ce qu'il y a. Et je trouve 3 passeports. 3 passeports avec des swastikas dessus, qui ont été issus en 1900, début 1939. Et je constate immédiatement avec ces documents quelque chose que je n'avais pas compris. Moi, j'avais pensé toujours que mon grand-père, né à Lemberg en 1904, parti à Vienne en 1914, parti pour Paris en 1939, avait voyagé avec sa femme et ma maman, qui avait 1 an en 1939. Mais non, je découvre avec les étampons dans les passeports que mon grand-père part en janvier 1939, ma mère reste à Vienne pour encore 6 mois et elle voyage toute seule en juillet 1939 et arrive à Paris
24 heures plus tard, comment est-ce qu'elle a voyagé? Et ma grand-mère reste encore 3 ans à Vienne, séparée de le seul enfant qu'elle a. Pour une maman, c'est énorme d'être séparée de sa maman. Alors, j'ai compris immédiatement que j'ai découvert ces informations, qu'il y avait une autre histoire. Il y avait quelque chose d'autre qui avait intervenu dans les relations entre ces 3 personnes dont ils n'avaient jamais parlé. Et je voulais découvrir. Et en fait, j'ai compris, ma mère aurait pu dire non, j'ai rien. Il n'y aurait pas eu de livre. Mais elle m'a donné ces 2 sacs. Et j'ai compris, en fait, et on n'en a pas parlé ouvertement avant, mais après on en a parlé ouvertement, que c'était une façon de dire, par ma mère, j'ai peur, mais je te fais confiance. Va aller voir ce que tu peux trouver. Et j'ai compris la peur de ma mère. La peur de ma mère était que sa maman avait décidé de rester à Vienne en 1939 parce qu'elle avait un amant qui était un nazi. Ça, c'était le grand peur qui a dominé toute la vie de ma mère, qui vit toujours, qui est en très bonne santé, on en parle beaucoup maintenant. Et elle voulait pas ouvrir la porte. Elle avait peur d'ouvrir la porte. Mais elle donne à son fils le droit de le faire. Et je passe plus de 4 ans, 5 ans presque, à être détective pour découvrir l'histoire. Bon, je ne vais pas, spoiler alert, je ne vais pas tout donner, mais ce que je vais vous dire simplement, c'est si parmi nous, il y en a qui pensent avoir une histoire intime avec quelqu'un, il ne faut pas exclure la possibilité que 70 ans plus tard, un petit enfant peut découvrir avec 100% de certitude qu'est-ce qui s'est passé et avec qui exactement ma grand-mère a eu une liaison et avec qui mon grand-père a eu aussi une liaison. Parce que j'ai tout découvert. Et ça m'a étonné. Et c'était incroyablement délicat, comme vous savez très bien, pour des raisons qui ont ouvert la porte à la question de paternité. Qui vraiment était le père de ma mère? Alors il y a tout ça dans le livre aussi, que j'ouvre et qui crée des dilemmes vraiment énormes. Est-ce que moi, le fils, quel droit est-ce que j'ai comme fils à imposer des faits sur ma mère? Et ça aussi, je traite dans le livre. C'était très complexe. Alors, il y a aussi, enfin, cette dimension politique. Vous avez ajouté un texte alors que donc, vous vivez à Londres et donc en plein dans le Brexit. Et vous dites que vous qui avez voué votre vie justement au droit international, vous voyez dans ce retour du nationalisme aussi une menace sur les principes du droit international? Absolument. C'est clair que ce qui se passe en ce moment, ce qui se passe en Pologne, en Hongrie, en Angleterre, aux États-Unis, au Brésil, aux Philippines, pas partout dans le monde, mais approximativement partout dans le monde, c'est une attente sur ce qui a été obtenu en 1945. C'est clair pour moi. Ça, c'est ce qui est en train de se passer. Et en fait, j'ai bien compris maintenant que la raison pour laquelle ça peut se passer maintenant, c'est que la génération qui a vécu les années 30 et 40 est en train de disparaître. Et l'expérience directe et la mémoire directe sont en train de disparaître. Et ça crée un espace dans lequel l'oubli peut nous permettre de faire des choses, de réinventer, pas exactement de la même façon, ça sera différent, mais en connectivité avec ce qui s'est passé avant. Et pour moi, c'est absolument clair que c'est ce qui est en train de se passer dans tous ces pays, y compris le Royaume-Uni avec le Brexit, y compris avec Trump aux États-Unis. C'est une façon de dire on veut reprendre le contrôle. On veut regagner notre souveraineté. C'est la thème constante
dans toutes les histoires. C'est-à-dire, c'est une autre façon de dire, en 1945, il y a eu un moment où les États se sont accordés sur le principe que les jours de souveraineté absolue de l'État sur ses propres citoyens, c'est fini. Et on est en train de revenir là-dessus maintenant. Bon, moi je suis à long terme plutôt optimiste, mais je pense que dans le court terme, on prend une direction qui va évoquer encore une fois des choses absolument terribles. Et je pense que c'est inévitable qu'on prenne cette direction, que dans nos capacités d'être humains organisés dans un système de relations internationales, on est quasiment incapable d'apprendre les leçons. Et chaque fois qu'on prend 2 pas en avant, on prend aussi 1, peut-être 2 pas en arrière avant de réorganiser. Alors je crains absolument qu'on prend une direction vraiment très mauvaise en ce moment. Ce livre a beaucoup lieu dans les années 30 et vous révélez d'ailleurs certaines choses qui sont assez méconnues du grand public. Par exemple, le choix du gouvernement polonais en 1933 de ne plus protéger les minorités, ou l'attitude de Donnedieu de Vabre dans les années 30 avec Hans Frank. Enfin, est-ce que un peu ces défaillances un peu partout en Europe qui ont permis ce qui a eu lieu après, est-ce que vous voyez des points communs entre cette époque et notre époque ? Je pense qu'il faut faire très attention à trouver des points en commun. Et surtout, je suis papa, j'ai 3 enfants, et je veux pas être... je pense qu'on a une responsabilité envers les prochaines générations de leur laisser une ouverture de possibilités d'espoir. C'est une responsabilité d'un parent. Alors, ce que je suis en train de faire en ce moment, alors je suis en train d'écrire la suite, qui sera publiée en anglais l'année prochaine en avril et en français 6 mois plus tard, qui va s'appeler en anglais The Rat Line. On ne sait pas encore le titre en français, ça ne marche pas, le ligne des rats ne marche pas, mais c'est l'histoire d'un caractère dans ce livre. C'est peut-être le 5e caractère. C'est le député de Hans Frank, qui est aussi responsable pour des centaines de milliers de morts. Mais le 9 mai 1945, il s'échappe. Il disparaît. Il disparaît totalement. 4 ans et demi plus tard, il réapparaît à Rome, protégé par le Vatican, mort dans un hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 4 ans et demi à ce monsieur? Et le livre traite de cette histoire. Alors on va au Vatican, à la guerre froide, à l'espionnage, et on prend une direction complètement différente. Mais je suis capable d'écrire ça parce que son fils, comme le fils de Nicholas Frank, Horst Wächter, m'a donné la totalité des lettres qui ont passé et des papiers privés de ses parents, Charlotte et Otto Wächter. Plus de 10 000 pages en allemand que j'ai travaillé avec 3 étudiants en doctorat depuis 4 ans et demi. Et on a tout analysé et on est capable maintenant de comprendre ce qui s'est passé entre ces 2 personnages, Charlotte et Otto Wächter, au moment où ils se sont rencontrés à 11h du matin à la gare de Vienne, le 6 avril 1929, jusqu'au moment de sa mort, le 13 juillet 1949. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment un homme comme Otto Wächter, juriste, qui a rentré au fac de droit à Vienne le même jour que Herr Lauterpacht, le même jour, qui a fait les mêmes études avec les mêmes professeurs, était capable de devenir gouverneur de Cracovie, gouverneur de Galicie et de Lemberg, et de participer dans une tuerie massive. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un homme pour permettre de faire ces choses? Comment est-ce qu'un homme qui a été étudiant à l'université de Vienne
entre 1919 et 1925 aux facs de droit, 13 ans plus tard, peut condamner à mort, après l'Anschluss, 2 de ses professeurs à l'université. Je suis prof à l'université. Comment est-ce que c'est possible? Mais en liaison avec ça, comment est-ce que c'est possible que sa femme, Charlotte Wächter, une artiste, une photographe, qui a travaillé avec Joseph Hoffmann du Wiener Werkstätte, une femme d'une grande intelligence, qui vient d'une grande famille très riche, qui travaillait dans l'acier, qui avait des usines d'acier. Comment est-ce qu'elle a participé dans cette histoire? Et ça, c'est la question qu'on se pose tous. Nous, qu'est-ce qu'on fera dans cette circonstance? Qu'est-ce qui permet à ces gens, et bien sûr, votre question, et ce qui se passe maintenant est en train de reproduire un peu ce qui s'est passé, que petit à petit, on voit les choses se développer, et bien sûr, on peut voir des liaisons entre les deux périodes. C'est différent, mais il y a des points de contact, absolument. Alors, je ne vais pas monopoliser la parole. Il y a des micros qui circulent dans la salle. N'hésitez pas à poser vos questions à Philippe Sands en français ou en anglais. Vous avez bien compris. Madame, monsieur, pardon. Hello. Can you hear me? I can hear you, yes. I trust I understood this correctly. You said, I believe, that in the ruling to the Nuremberg trials, they avoided the term genocide and went for crimes against humanity. Correct. What, in your view, was the effect of that decision in the following years? Je réponds en anglais ou en français? En français. OK. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Alors, le 1er octobre 1946, le jugement de Nuremberg est donné et il n'y a aucune référence au mot génocide. Que fait Lemkin? Il décide, il va militer et il va passer la totalité de sa vie à obtenir qu'il y a une convention contre le génocide qui est élaborée. Il passe 3 ans à le faire et 3 ans plus tard, le 9 décembre 1948, à Paris, au Palais Chaillot, est signée la Convention pour la prévention et punition de crimes du génocide. Et le lendemain, le 10 décembre 1948, au même endroit, signé par les mêmes personnes, la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui reflète les idées de Hersch-Lauterpacht et René Cassin, est adoptée. Alors, ils sont en liaison, l'individu et le groupe. Et dans les 10 ans qui lui restaient d'être en vie de Lemkin, il a passé la totalité de ces 10 ans à essayer de convaincre les États de ratifier la Convention. Et la Convention est entrée en vigueur aux années 50. Et nous avons donc la première convention traitée moderne des droits de l'homme, cette convention de 1948, grâce vraiment aux efforts de Lemkin. Je pense qu'on peut vraiment dire que sans Lemkin, il n'y aurait pas cette idée, il n'y aurait pas cette convention. C'est vraiment grâce à lui. Tout ça est absolument passionnant. J'ai 2 questions, une très courte et une un petit peu plus longue. La question très courte, est-ce que le bouquin de Niklas Frank a été traduit en français ou est-ce qu'il faut que je choisisse entre la version anglaise et la version allemande? La question un peu plus longue, c'est sur le... J'ai bien compris vos reproches au concept de génocide, disons les craintes qu'on peut avoir sur certains effets imprévisibles. Mais symétriquement, j'ai plusieurs amis qui sont extrêmement actifs dans la défense des réfugiés, des requérants d'asile ici en Suisse. Et une des choses épouvantables qu'ils constatent à répétition, c'est que des personnes qui arrivent ici, qui ont fui leur pays, on ne fuit pas pour rigoler quand même,
et qui ont fui parce qu'ils étaient menacés en tant que ceci ou cela, c'est-à-dire appartenance à un groupe. On leur répond, oui, mais vous, personnellement, vous n'êtes pas menacé en tant que personne, donc on s'en fiche, donc rentrez chez vous. Lorsque vous pourrez nous prouver qu'en tant que personne, donc dans l'autre paradigme, le paradigme droits humains, là, oui, on interviendra, le droit des réfugiés, le droit à l'asile sera effectif. Là, vous êtes juste menacé en tant qu'appartenant à un groupe. Voilà. Et donc, voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce danger finalement symétrique de celui que vous dénoncez? Pour la première question, ça fait 2 ans maintenant que j'essaie de faire republier en anglais le livre de de Nicholas Frank, qui a été publié en 91. Il n'est plus en circulation. Pour l'acheter sur Abe Books ou Amazon, il faut payer 20, 30, 50 euros. Et à ce moment-là, on a besoin de ce livre. Et je ferai tout pour que ce livre soit publié en anglais et en français. Et j'ai dit à Nicolas que je fais tout pour l'assister. Mais jusqu'à là, c'est pas encore fait. Mais je pense que maintenant, c'est vraiment le moment de publier ce livre. Parce que Nicolas décrit en détail, parfois peut-être trop de détails, la vie de ses parents. Et comment, sur cette question qu'on a évoquée, comment est-ce que des individus, parce que Hans Frank, c'était un homme cultivé, c'était un ami personnel de Richard Strauss, par exemple, des grands écrivains qui pouvaient citer Goethe et Shakespeare pendant des heures. Comment est-ce que quelqu'un comme ça peut faire ce qu'il a fait? Et ça, Nicolas nous aide beaucoup avec son livre à comprendre comment petit à petit, on traverse une ligne and one thing leads to another. Alors, votre question est une question énorme. Je ne peux pas répondre à ça maintenant pleinement. Mais je dirais ceci, que tout acte juridique a des conséquences inattendues. Alors, avec la définition que Lemkin a obtenue dans la Convention de 48, par exemple, il y a une définition de quels groupes sont protégés. Et bien sûr, dès qu'on liste certains groupes, on exclut des autres. Et ça a pour conséquence de créer l'effet que certains groupes sont protégés et certains groupes ne sont pas protégés. Et ça a certainement des conséquences. Et c'est la même chose dans le droit des réfugiés, la Convention de 51. Il faut démontrer non seulement qu'on fait partie d'un groupe qui se trouve dans une situation difficile, mais nous, personnellement, individuellement, sont touchés. Alors il y a toujours ces contradictions dans le droit. Ce qui me semble remarquable, c'est que vraiment ces deux hommes, en 44-45, ont inventé ces deux concepts. C'est des idées intellectuelles, c'est des idées qu'ils ont créées sur des morceaux de papier, qu'ils ont convaincu les gouvernements à courir avec ces idées. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu une grande réflexion à ce moment, en 45, à cause de la situation. Ce n'est pas une critique, on comprend pourquoi. Et ces termes ont été adoptés sans avoir une grande réflexion des conséquences exactes de cette approche binaire et avec ces définitions. Alors on vit aujourd'hui exactement les genres de problèmes que vous décrivez. Pas pour des raisons néfastes, mais pour des raisons de... C'est impossible de tout prévoir exactement quelles seront les conséquences d'agir dans telle ou telle direction. Ah non, pardon, madame. Good morning. You meant over here. Okay. Hi. You Hello. mentioned that in Nuremberg that the concept of genocide was not mentioned during that process, but it has been enshrined in law later on. You also mentioned that in investigating genocide, you actually that there can actually be much more of a perpetuation of genocide. I'm wondering, with so many conflicts and the word genocide being floated, do you think the concept has made it more, made it happen more? Is it a chicken and egg situation? Has genocide always existed, or is it now more visible because of the law? It's so complex. Je vais vous donner un exemple.
Alors, l'ex-Yougoslavie. Il y a un tribunal qui a été créé en 1994 pour les crimes dans l'ex-Yougoslavie. Et comme vous le savez peut-être, ce tribunal a décidé, 10 ans plus tard, qu'en Bosnie, à Srebrenica, il y a eu un crime de génocide. Par contre, pas loin de Srebrenica, sur le territoire croate, il y a une ville qui s'appelle Vukovar. Et en fait, il y a eu les mêmes actions, pas contre des musulmans bosniaques, mais contre des Croates, par les mêmes personnes, exactement les mêmes perpetrators, où ils ont enlevé tout le monde de l'hôpital de Vukovar. Les nombres étaient moins, mais c'était exactement le même principe. Et le tribunal, dans sa sagesse, a dit non, ça c'est pas un génocide, c'est crime contre l'humanité. Catastrophe. Alors, les Bosniaques ont eu un génocide à Srebrenica, les Croates n'ont pas eu de génocide à Vukovar, et ils sont furieux. Ils sont furieux pendant des décennies et des centaines d'années. Parce que dans cette région, comme j'ai appris, j'ai travaillé là-bas maintenant depuis 25 ans, on n'oublie pas le passé. Je me souviens, quand on a commencé à travailler pour le gouvernement croate en 1999, ils ont tenté une action contre la Serbie devant la Cour internationale de justice. On a écrit les plaidoiries, la mémoire pour la Croatie contre la Serbie. C'était en 2000. Et nous, à Londres, à Paris, à Washington, on était en train d'élaborer le texte, un mémoire de 300 pages. Et chaque mémoire commence toujours avec l'histoire. Comment est-ce que ces faits ont eu lieu? Alors, nous, à Londres, on s'est dit, OK, on commence l'histoire avec Milosevic en 86, The Plan for Greater Serbia. On arrive à Zagreb et le président nous dit, non. Cette histoire n'a pas commencé en 86. Cette histoire a commencé au XIVe siècle. Et vous allez écrire 100 pages sur tout ce que les Serbes ont fait contre nous depuis le XIVe siècle. Bon, tu es juriste pour un État, l'État te dit de faire ça, tu le fais. Nous, on a essayé d'expliquer, les juges s'en foutent complètement de ce qui s'est passé au XIVe siècle, au Kosovo, je ne sais pas où. Mais il dit non, c'est très important, vous écrivez toute l'histoire de tout ce que ces gens nous ont fait. Et on voit dans cette situation que les décisions du tribunal pénal de l'ex-Yougoslavie, génocide d'une côté de la ligne, non-génocide de l'autre côté de la ligne, va avoir des conséquences dans les années qui viennent. Si on parle avec les gens là-bas, dans le gouvernement, même dans la population, ils disent que c'est injuste. Pourquoi les Bosniaques ont eu un génocide et nous, on n'a pas eu de génocide? It's not fair. Et on voit encore une fois, c'est la même réponse que la dernière fois, c'était des bonnes intentions de créer ces tribunaux, mais chaque acte a des conséquences inattendues. Et je crains qu'à long terme, l'effet de ces tribunaux sera de renforcer les divisions entre les trois communautés de l'ex-Yougoslavie qui sont impliquées dans cette histoire atroce. Et ça, c'est vraiment ce que je crains. Peut-être une dernière question. Ah non, alors pas de dernière question, me fait signe. Pas de dernière question. Je pense qu'on peut remercier les interprètes qui ont fait un travail, c'était assez délicat. Hein, il faut mentionner, je pense qu'en préparation, et ça se passe toujours, j'ai fait pas mal d'événements sur ce livre dans les derniers 3 ans, il y a toujours des gens qui viennent vers moi avant ou après pour dire tel et tel parent ou grand-parent a eu une relation avec la ville de Lviv ou la région, je ne sais pas quoi. Mais là, une des interprètes parmi nous, son papa était un ami personnel de Herr Schlauterpacht. Ils étaient étudiants ensemble. Et ça m'a vraiment touché en apprenant ça avant de venir en scène aujourd'hui. Alors, ces histoires font des vagues un peu partout, dans des façons complètement inattendues. Et merci beaucoup à vous. Je pense qu'on va vous retrouver pour signer les livres au-dessus. Au-dessus.